Bonjour à tous et à toutes. On m'a posé la question de savoir ce que je pensais du rapport Campbell. Pour être honnête, je n'ai pas le livre, je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu les critiques et je peux vous dire qu'après avoir lu tout ça, et j'ai aussi le livre de Lierquette, bien évidemment, eh bien, je suis persuadée que pour moi, c'est ça, de la manipulation de données scientifiques, ni plus ni moins. Bien sûr que ça dit des vérités dans ce rapport, encore une fois. On peut pas tout jeter non plus. Mais après, c'est vraiment de la récupération des végétariens, surtout du lobby végan sur Internet et des végétariens intégristes et activistes qui récupèrent donc ce rapport pour imposer leur idéologie au monde entier. Et bon, vous irez lire directement sur le site, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Je trouve que c'est très très intéressant, il répond très bien à tous les commentaires et je suis d'accord avec lui. Et j'ai vu aussi là une autre qui est un PDF, fait un PDF intéressant, la Denise Minjar, à télécharger gratuitement, très intéressant aussi. Et puis ça dit à peu près la même chose. Et, euh, et donc, oui, non, parce que je trouve quand même que j'en ai un petit peu marre, vous savez, de la condescendance de ces végétariens activistes sur Internet, de ce mépris, de cette condescendance, comment dire, de ce complexe de supériorité qu'ils ont. Ils se croient supérieurs, ils se croient, alors qu'en réalité, j'ai vraiment le sentiment que c'est tout le contraire. Et quand je lis, c'est toujours les mêmes commentaires ahurissants. Et c'est comme si on parlait à des... je crois qu'ils sont devenus tous autistes. Alors je vais quand même vous lire ce que dit Lierquette, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Non, parce que j'ai vu là encore un commentaire, j'aurais envie de lui répondre dans les détails, mais franchement, il y en a qui le font. Ils n'arrêtent pas de le faire, je vois qu'il y en a plein qui en parlent, et je suis pas mécontente, parce que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui commencent à se réveiller par rapport à cette fumisterie, et ils sont en train de nous enfumer, les végétariens. Et donc il y a cette dame là qui a fait un blog, qui a interviewé Lierquette et qui en parle aussi, et je la remercie. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui se réveillent maintenant, qui commencent à comprendre depuis ma première vidéo, puisque je crois que j'ai été pratiquement presque la seule voilà, à commencer à en parler. N'était pas très connu encore ce livre, enfin du moins sur vidéo comme ça. Et puis donc ce que je vais vous lire maintenant, vous allez voir à quel point c'est important. Je vais vous parler des paradoxes, parce qu'en réalité, toutes ces études, ces ping-pong d'études, on en a strictement rien à faire, parce que on va pas, vous savez, on va pas s'amuser à éplucher les études dans les détails, comme il y en a quelques-uns qui le font, et puis voilà, c'est leur dada, mais le commun du mortel, il va pas s'amuser à faire ça, c'est trop rébarbatif. En tout cas, moi, je le fais pas, mais j'ai lu ces critiques et ça me parle. Et ce qui me parle encore plus, ce sont donc les paradoxes dont parle Lierquette, et à ça, ils n'ont pas beaucoup de réponses, ça je vous assure. Mais d'abord, les avertissements de Lierquette dans son bouquin, quand elle dit par exemple qu'il faut vraiment se méfier des études, surtout des études américaines, surtout ceux du lobby végan et des industries, ceux qui sont financés par les industries pharmaceutiques et les industries agroalimentaires, des produits light. On a vu ce qui s'est passé avec le scandale, enfin le mythe du cholestérol, les statines, etc. Enfin l'arnaque des statines. Mais c'est vraiment, c'est un vrai mythe, cette histoire. Et tout ça, c'est basé sur ça a été à partir du rapport Campbell, il faut quand même. Donc, je sais pas, mais alors, elle dit, si vous voulez creuser plus profondément dans les recherches et si vous avez besoin de davantage d'informations pour vous sentir en terrain, pour vous sentir en terrain sûr avant d'entreprendre une sérieuse réforme alimentaire, je vous suggère les recommandations suivantes. 1. Les études épidémiologiques sont d'un usage limité puisque le nombre infini de variables qu'elles contiennent ne peuvent être contrôlées. Tout à fait. 2. Si vous examinez les études épidémiologiques, faites bien attention à ne jamais faire d'amalgame entre corrélation et causalité. 3. Les études contrôlées sont une meilleure option, mais lisez-les attentivement, chose que personne ne fait. Ne croyez jamais les titres chocs de Yahoo News,
ni même ceux du grand maître Thierry Casanovas avec son gluten, arme de destruction massive. Je ferai une vidéo sur le gluten la prochaine fois, parce que là, il y a beaucoup à dire aussi, je vous le dis. Hein. Alors, il y a du vrai et du faux. Hein. Et ne faites pas aveuglément confiance aux conclusions, mais lisez toute l'étude, chose que personne ne fait jamais. Les données sont souvent appauvries ou enrichies pour soutenir le parti pris du chercheur. Voilà. Vérifiez vous-même que chaque variable reste identique à l'exception de celle qui est testée. Épistez le financement. Soyez ultra circonspect face aux études financées par des compagnies pharmaceutiques et agroalimentaires, des produits qui promeuvent le light, les merdes du light, je dirais. Moi, j'en ai jamais mangé, je vous assure, hein, à part peut-être une boîte de Saint-Hubert. Alors, instinctivement, je sais pas, je crois que je suis assez intuitive, instinctive pour savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Ne faites jamais confiance à une seule étude. Sauf, je vous dis, sauf quand je me suis influencée quelques fois, quand j'étais très jeune, par quelques gourous hygiénistes et extrémistes, intégristes, je veux dire, attention, parce que je ne veux pas faire d'amalgame non plus, je n'ai pas dit que tous les naturothérapeutes étaient des gourous non plus, hein. Pas du tout, au contraire, je suis dans je suis dans le milieu alternatif depuis longtemps, alors je connais très bien ce petit monde, hein. Mais faire attention parce qu'il y a quelques farfelus quand même qui sont prêts à croire et à dire n'importe quoi pour promouvoir leur idéologie mystico-religieuse, etc., où ils mélangent science et religion, etc., etc., hein, vous avez compris. Alors ne faites jamais confiance à une seule étude, peu importe à quel point elle paraît bonne et à quel point vous appréciez ses conclusions. Souvenez-vous du principe de base de la science. Les résultats doivent être reproductibles pour compter. Hein, ça, c'est très très important. Et effectivement. Alors maintenant, je vais vous lire les paradoxes. Raconter, ça c'est vachement... Parce que je crois que c'est ça qui a vraiment fait tilt dans ma tête. Et c'est ça qui a suffi pour me convaincre. Hein, plus le reste, mais encore plus ça. Parce que pour moi, ça c'est vraiment les faits, quoi. Et très révélateur. Alors donc pour les végétariens, hein, eh bien ils disent que les graisses saturées, donc voilà, graisses saturées égale cholestérol élevé égale cardiopathie coronarienne et maladies cardiovasculaires, etc., etc. et autres maladies de dégénérescence, beaucoup seraient donc liées surtout à la viande et aux produits animaux, etc., etc. Ce qui est totalement faux, hein, ce qui est à moins d'en consommer des quantités astronomiques et avec d'autres paramètres, etc. Mais, alors, écoutez bien. Il existe toute une ribambelle d'études épidémiologiques qui ne montrent aucune corrélation entre consommation de graisses saturées, taux de cholestérol et cardiopathie. Seulement, voilà, le lobby végan nous les cache. Hein, voilà, les activistes végétariens nous en parlent pas. Et ça, je trouve ça d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Alors, jetons d'abord un œil à certaines d'entre elles, non parce que je trouve leur concept formidable, mais parce que les partisans de l'hypothèse lipidique aiment tant les études épidémiologiques, et oui, c'est le ping-pong des études. En premier lieu, il y a tous les paradoxes. Le paradoxe français, le paradoxe grec, le paradoxe d'Afrique de l'Est, le paradoxe suisse, le paradoxe océanien. Les taux de consommation de graisses saturées de ces pays sont très élevés, mais leurs taux de cardiopathie sont faibles. Tiens. La France a l'un des plus élevés. Les Français consomment 4 fois et demi plus de beurre que les Américains des États-Unis. Je tourne la page. Par exemple. Mais les Français ont considérablement moins de cardiopathie coronarienne. Et les Maasai du Kenya ont une alimentation presque entièrement constituée de viande, de lait et de sang. En moyenne, les jeunes guerriers Maasai ingèrent 300 grammes de graisse animale par jour. Pourtant, leur taux de cholestérol est l'un des plus bas au monde. Tiens. En dessous de 160 en moyenne, et la cardiopathie est inconnue. À l'autopsie, pas d'athérome. Pas de méchantes plaques sur les artères. Hein. Les athéromes, c'est les plaques. Hein. Alors, George Mann, le chercheur qui étudia les Maasai, fut amené à déclarer de par ses résultats que l'hypothèse lipidique était la distraction de santé publique du siècle, la plus grande arnaque de toute l'histoire de la médecine. J'en suis convaincue. Une étude de la tribu Samburu
d'Ouganda produisit des résultats semblables, ni cardiopathie, ni taux de cholestérol élevé, malgré une alimentation quotidienne de 400 grammes de graisse animale. Il n'avait pas non plus d'arthrite rhumatoïde, d'arthrose ou d'hypertension. Où sont ces études? Ouais, mais le cite jamais, hein, c'est ça le truc. Hein. Les végans, hein, je parle. Hein. Les Kalenjins du Kenya constituent une autre culture pastorale africaine. Les produits laitiers crus et fermentés forment l'essentiel de leur alimentation. Non seulement sont-ils adeptes de maladies chroniques, sont-ils exempts, de maladies chroniques et dégénératives, mais ce sont aussi des coureurs mondialement renommés. Les athlètes de cette seule tribu de 3 millions de personnes ont gagné 40% de toutes les plus hautes distinctions internationales qui existent dans le domaine de la course de fond masculine. C'est incroyable ça quand même. Une autre étude épidémiologique découvre le paradoxe océanien. La noix de coco est l'aliment de base des aliments de Puka Puka et des Tokelau. Et l'huile de noix de coco est davantage saturée que les graisses animales. Les habitants des deux îles consommaient respectivement 35% et 50% de leurs calories sous forme de graisse saturée. Les maladies cardiovasculaires y étaient absentes, tout comme les maladies dégénératives en général. Pour citer le docteur Malcolm Kendrick, je me contenterai de me poser cette question. De combien de paradoxes avez-vous besoin avant que le seul paradoxe qui subsiste soit l'hypothèse alimentation-cœur elle-même? Eh oui. Les Japonais maintenant, ils ont augmenté leur consommation à la fois de graisse totale et de graisse animale de plus de 250% depuis 1961. Et ce sont maintenant les gens qui vivent le plus longtemps au monde. L'AVC était la première cause de décès dans les années 1960, mais à la fois son incidence et sa létalité ont rapidement décliné de 1960 à 1975. Et il y a eu un changement. Y a-t-il eu un changement alimentaire durant cette période? Oui, la consommation à la fois de protéines et de graisses animales s'est accrue de manière significative, comme on peut s'y attendre lors d'une période de prospérité économique. Très révélateur quand même. Faut être vraiment de mauvaise foi pour pas tenir compte de tout ça. Le cholestérol sanguin a aussi augmenté tandis que la pression artérielle et les AVC diminuaient. Pour être encore plus précis, les chercheurs japonais suivirent 3700 personnes de 1984 à 2001. Et celles qui mangeaient le plus de graisse animale avaient un risque de 62% plus faible de décès par AVC ischémique. Vous en voulez davantage? Ouais, il y a encore plein d'études comme ça. Je ne vais pas tous vous les lire, mais c'est pour vous dire que moi, je suis totalement convaincue que c'est de la manipulation de données scientifiques, comme ils le disent là, hein, et que parce qu'il y a énormément de paramètres qui font que les Occidentaux soient malades, et on les connaît tous maintenant, hein, pour ne citer que ceux-là. Allez, hein, évidemment, si vous êtes en perpétuellement stressé, sédentaire, que vous bougez pas vos fesses de derrière l'ordinateur, la sédentarité, c'est terrible. Le stress permanent et travailler à contre-cœur, mettons, voilà, faire un travail à contre-cœur, soumettre son corps à rude épreuve aussi dans le sport intensif, etc. Faire des prouesses compétitives. J'ai remarqué par exemple que les sportifs de haut niveau à 40-45 ans, ils sont à moitié niqués, hein, il faut voir, hein, ils ont les genoux en compote, ils ont des problèmes de dos, ils ont de tout, hein, mais ça c'est uniquement le sport intensif, hein, et les abus aussi après de substances médicamenteuses antalgiques pour soulager les contractures musculaires, etc., etc. Et puis les abus de toutes sortes. Et alors les paramètres qu'on retrouve beaucoup chez les casasnovistes, par exemple, c'est ça, hein, c'est les abus d'alcool, de boissons, de cigarettes, de drogues diverses et variées, dont le LSD et le cannabis et que vas-y et tout ça.
Hein, voilà un gros paramètre. Et oui, ça c'est même un des plus importants, plus le reste. Et après on peut citer aussi, comment dire, les conflits psychologiques, les conflits de couple, les problèmes personnels, les traumatismes, le choc psychologique. Moi j'ai vu dans ma longue vie, parce que je vous dis, je travaille un peu dans le milieu médical, suffisamment longtemps pour observer, pour écouter, parce que je posais beaucoup de questions, etc. Et on me racontait beaucoup, les gens ont tendance à me raconter leur vie, me font un peu confiance. Je sais pas, bon, j'arrive à les faire parler du moins. Et comme je suis très curieuse et que je me suis intéressée et que j'ai écouté, ben, je peux vous garantir que la cause, et si on parle d'étiologie, alors là, ça pourrait faire une vidéo rien que sur l'étiologie, d'ailleurs c'est ce que je vais peut-être faire, et aussi sur d'autres thèmes. Et alors les variables, il y a un nombre infini de variables, et si vous tenez compte de tout ça, eh bien, dire que c'est surtout les produits, avec ce que je viens de vous lire sur les paradoxes, eh bien, je vous dis qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour continuer à croire des histoires comme ça. Non, mais la bonne question qu'il faudrait que vous posiez, posez-vous là, et ça sera l'objet d'une autre vidéo, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, et je ne veux pas tout mélanger. Posez-vous la question, quel est donc l'intérêt? Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de vouloir que le peuple devienne végétarien? Et ça, je vais développer sur une prochaine vidéo parce que je crois que j'ai là quelques idées qui peuvent vous faire dresser les cheveux sur la tête. Ça sera que mon analyse. Parce que vous savez, la cause animale, moi je veux bien, parce que là je suis d'accord avec eux, les élevages intensifs c'est une horreur, etc. Mais sur ce point-là, il suffirait de dire boycotter, boycotter cette viande malsaine, ce que je fais depuis des décennies, boycotter les produits industriels, et puis voilà, il suffit de dire mais boycotter, manger sain, manger local, manger voilà des produits le plus naturel possible. Mais c'est pas ça qu'ils vous disent. Ils vous disent devenez végétarien. Pourquoi? Voilà, bonne question. Eh bien, je développerai sur une vidéo précédente. Là, pour moi, c'est incontestable. Pour moi, c'est de la manipulation de données scientifiques dans un but politique et idéologique. Merci pour l'écoute et à bientôt.